Bonjour Charlène Descolonges. Bonjour. Vous êtes ingénieur hydrologue, vous co-présidez l'association pour une hydrologie régénérative. Et bonjour David Faranda. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS en climatologie, auteur du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La nuit dernière, de violents orages ont balayé le centre et l'est de la France avec des averses de grêle importantes dans la Loire, en Isère notamment. Est-ce qu'il y a un lien direct avec les fortes chaleurs de ces derniers jours ? Bien sûr, il y a surtout un lien direct entre les orages et les changements climatiques. Ça, c'est quelque chose qui va être aussi un peu la nouveauté qu'on peut annoncer dans le prochain rapport du GIEC. Ce lien est fait. Et ça s'est fait avec les études scientifiques qui viennent de sortir sur les dernières 4-5 ans qui ont permis vraiment d'établir ces liens. Donc, comment faites-vous ce lien ? En fait, le lien est simple. Avec les fortes chaleurs, on a une accumulation d'humidité et de chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Dès qu'on a de l'air frais qui arrive de l'Atlantique, cet air chaud et humide peut se soulever et donc former ces nuages d'orage, donc ce qu'on appelle les cumulonimbus, qui après ont des phénomènes que nous on appelle accessoires, mais bon, ce n'est pas vraiment accessoires, c'est des phénomènes très dangereux comme la grêle, les tornades, mais aussi les éclairs. Évidemment, tout ça, cette pluie, elle était un peu attendue, Charlène Descolonges. Le cycle, il est connu, on le comprend. Donc la chaleur entraîne de l'évaporation qui s'accumule, qui provoque des orages. Ces orages, ça donne de l'eau, mais on se rend compte que c'est pas suffisant pour irriguer les sols. Enfin là, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend d'autant plus rien qu'on a eu des extrêmes humides cet hiver qui ont occasionné de violentes inondations dans l'ouest de la France. Alors on passe en fait d'un extrême à un autre avec ces extrêmes humides et d'un coup une sécheresse qui est arrivée en un temps record, qui s'est installée en quelques semaines en raison de cette sécheresse qu'on dit éclair ou sèche-cheveux. C'est quelque chose qui était assez peu connu en France ou en Europe d'une manière générale et qui arrive et qui est exacerbé par le changement climatique. C'est le vent qu'on a senti ces dernières semaines, ce vent très chaud. Exactement. Une sécheresse, il y en a finalement plusieurs types. On a les sécheresses du coup météorologiques, déficit de précipitation, qui s'est installé depuis avril. 40% de déficit sur le mois à l'échelle nationale, avec une anomalie de température extrême de plus 2,3 degrés sur le mois. Et à partir de là, le mois de mai a été aussi extrêmement sec et chaud, juin aussi, et donc en fait la sécheresse s'est installée là avec des sols très secs, des rivières qui ont commencé à s'assécher, des débits qui diminuent, les nappes aussi, donc en fait tout s'est installé assez rapidement. C'est ce qui explique effectivement que la sécheresse nous surprenne quelque part, même si on ne doit plus vraiment l'être aujourd'hui, on le comprend à travers ce que vous nous dites. Vous parlez des cours d'eau, au 1er juillet, 819 cours d'eau, un quart des petits cours d'eau sont quasiment à sec ou à sec, nous dit l'Office français de la biodiversité. C'est 2 fois plus qu'en 2022, ou année de forte sécheresse. Quelles sont les conséquences pour les fleuves ? Alors, les petits cours d'eau, effectivement, sont situés, ce qu'on appelle en tête de bassin versant. Le bassin versant, c'est la cuvette naturelle délimitée par les reliefs à l'intérieur desquels circule l'eau. Et effectivement, ces petits cours d'eau sont très importants. Ils sont relativement peu connus, peu identifiés, mais c'est eux qui alimentent les fleuves. Pour l'instant, ces petits cours d'eau sont en train de s'assécher. Les fleuves vont bien d'une manière générale, mais les conséquences, elles sont directes. D'abord pour les milieux aquatiques, la plupart des populations piscicoles ne survivent pas sans eau évidemment, mais avec de l'eau chaude encore moins. Et puis on a l'assèchement des zones humides. Tous ces milieux aquatiques qui sont capables de stocker de l'eau, stockent du carbone, refuge pour la biodiversité, épurent l'eau naturellement, sont menacés par ces sécheresses. Et tout cela, David Faranda, évidemment, ça amplifie le phénomène de réchauffement. Mais bien sûr, mais en fait, la difficulté de l'adaptation aussi au changement climatique vient de ça. On a parlé d'orages, donc des phénomènes très violents qui sont sur quelques heures. Après, on a des sécheresses, des phénomènes de très longtemps. Donc, on a du chaud, de l'humide. On peut avoir des vagues de froid tardives qui arrivent après des printemps qui sont très chauds. Donc, en fait, la difficulté de s'adapter à ces climats du présent, pas les climats du futur, mais que les climatologues, on avait prévu depuis 30 ans. En fait, c'est là, on doit s'adapter, pas juste à plus beau, plus chaud. Ce qu'on voit parfois dans vos images de la télé qui parfois, désolé, mais ne racontent pas la réalité des gens qui vivent dans les banlieues avec la chaleur. On voit les gens sur la plage s'amuser. Oui, ça, c'est sûr. On est loin de cette image-là aujourd'hui maintenant. Je pense que tout le monde a pris conscience
Oui, mais il y a quand même un peu trop encore dans les médias des images joyeuses. Il fait beau, on fait la fête. Non, comme vous avez dit, en fait, pour les écosystèmes, c'est catastrophique. Pour les êtres humains, c'est catastrophique. Et il y a bien sûr quelqu'un entre nous qu'on peut s'échapper à la plage, tant mieux. Mais il faut le faire, si on peut le faire. Il faut s'autoprotéger. Mais on vit une véritable catastrophe climatique en 2026. Alors, catastrophe climatique, David Effaranda, pendant longtemps, on a parlé des orages, de la grêle, des tornades, comme des catastrophes naturelles. Ça ne veut plus rien dire, catastrophe naturelle? Ça ne veut absolument plus rien dire. Les catastrophes climatiques d'aujourd'hui sont causées 100% par l'homme. Il n'y a aucun analogue. On ne peut pas retrouver des situations similaires dans tous les climats qu'on connaît à partir de 1850. Donc les climato-sceptiques, à chaque fois, ils sortent 1976, 1871. Ils sont très créatifs, j'avoue. Hein. Mais c'est faux. Après, nous, on va voir les données, on dit, peut-être, mais parce qu'on on fait quand même le travail d'aller voir, et en fait, il n'y a rien de comparable. 2026 bat 2003, déjà le mois de juillet, sur tous les index de chaleur à cette période de l'été. Mais d'ailleurs, vous en parlez, des climato-sceptiques qui reviennent aussi avec les vagues caniculaires à chaque fois, malgré les discours des chercheurs. Vous arrivez aujourd'hui à être un peu plus facilement audible, selon vous? Je pense qu'il y a ce que j'appelle la majorité silencieuse du pays. Il y a beaucoup de modérés dans ces pays qui viennent de tout, de droite à gauche. En fait, les changements climatiques, c'est quelque chose comme la santé, comme les droits à l'eau ou à la nourriture, ça concerne tous les citoyens. Mais c'est encore un discours qui a du mal à passer, qu'on a du mal à voir émerger, peut-être notamment sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui est responsable de ce réchauffement climatique. Non, je pense qu'on n'a aucun... En fait, si ça émerge pas assez, c'est parce que les réseaux sociaux aussi sont contrôlés ou sont dirigés en grande partie par des intérêts, des énergies fossiles qui après sont liées aussi à la politique. Donc là, on peut ouvrir un autre champ. Ce n'est pas moi l'expert pour ça, mais ce que je veux dire, moi, en tant qu'expert, c'est que les changements climatiques concernent tout le monde. C'est une question de santé publique et donc ça doit concerner tous les citoyens. Charlène Descolonges, je rappelle que vous êtes ingénieur hydrologue. Vous avez commencé à nous dire tout à l'heure qu'il y avait différents types de sécheresse. La sécheresse météo, donc en fait, il n'a pas assez plu ces derniers mois. Après aussi, il y a des sécheresses agronomiques, il y a des sécheresses du sol. On a l'impression que ces derniers mois, il avait beaucoup plu et peut-être que les nappes phréatiques, finalement, s'étaient rechargées. Alors, effectivement, on a d'abord ces sécheresses météorologiques, ensuite sécheresse des sols, qui est aussi dit édaphique, sécheresse agricole, c'est pareil. Donc, les premiers mètres du sol commencent à s'assécher, et progressivement de la surface jusqu'à la profondeur. Ensuite, on a les sécheresses hydrologiques qui atteignent les cours d'eau et enfin les sécheresses hydrogéologiques qui atteignent les nappes. Pour l'instant, la plupart de ces indicateurs sont atteints et pour des régions comme le Massif central, le Nord-Est, je pense le Grand Est, on est à des niveaux de crise. D'ailleurs, sur les arrêtés sécheresse, aujourd'hui, 45 départements sont à des niveaux de crise. C'est quasiment 2 fois plus à la même époque en 2022. Ça veut dire que la sécheresse de 2022, qui est la sécheresse historique à date, a été déjà battue sur tous ces indicateurs qui permettent de déclencher les arrêtés sécheresse. C'est un risque pour les récoltes. Est-ce que c'est un risque, par exemple, pour notre eau potable ? C'est un risque pour l'eau potable, évidemment, à une période qui est stratégique pour le tourisme. Donc, toutes les zones qui sont sur le littoral ou les zones qui sont, encore une fois, en tête de bassin versant, qui sont les plus vulnérables aux sécheresses, sont à craindre par rapport à des risques de rupture d'alimentation en eau potable. Mais est-ce que face à cela, les dispositifs qui sont en place aujourd'hui, Vigéo, les arrêtés qui peuvent être pris par les préfets sont suffisamment efficaces, selon vous ? C'est une question récurrente qui revient tous les ans. En fait, tous les ans, on déclenche ces arrêtés sécheresse. C'est un dispositif de gestion de crise qui intervient en réaction, qui ne vient pas en prévention. Et tout ce qui est fait en prévention aujourd'hui est insuffisant. C'est-à-dire qu'on continue à augmenter la demande en eau pour les usages agricoles, on en parlera, pour l'eau potable, pour l'industrie, pour l'intelligence artificielle. On n'est pas du tout dans une trajectoire de sobriété. Et alors que la ressource en eau, elle, diminue. Et ces arrêtés ne sont pas forcément bien respectés en plus. En plus, les arrêtés ne sont pas forcément respectés. Les moyens de contrôle qui sont ceux de l'OFV sont en baisse. On voit bien les menaces qui pèsent sur l'Office français de la biodiversité. Il n'y a pas assez de contrôle. Donc,
on est, je dirais, à contre-courant de ce qu'il faudrait faire pour s'adapter au changement climatique. David Faranda, je rappelle que vous êtes climatologue. Le dérèglement climatique, c'est un phénomène global, évidemment. Mais on se rend compte que les effets ne sont pas homogènes. Pourquoi est-ce que la France et l'Europe semblent particulièrement impactées? C'est une histoire géographique. Enfin, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau français, on sature un petit peu. Déjà, oui, la France et l'Europe sont plus impactées. Il y a d'autres zones de la planète qui sont très impactées aussi, comme par exemple l'Arctique, qui est en train de s'effondrer littéralement à cause de l'augmentation de la chaleur. L'Europe se trouve dans une position pas très favorable parce qu'en fait, au sud de l'Europe, il y a les déserts du Sahara qui, avec le réchauffement climatique, se déplacent plus au nord. On ne le voit pas parce qu'il y a la mer Méditerranéenne. Mais donc, sur la mer Méditerranéenne, on a moins de perturbations, on a moins de situations avec du ciel nuageux. Donc, la mer Méditerranéenne se réchauffe. Et aussi une partie de l'Atlantique. Donc la chaleur remonte vers le nord, sur l'Espagne, et ça se forme, cette zone de haute pression qu'une fois on appelait l'anticyclone des Azores. Maintenant, c'est un anticyclone qui part des Azores et arrive jusqu'au Liban. Donc c'est l'anticyclone nord-africain qui peut pousser vers le nord cette chaleur dès qu'on a des gouttes froides, des zones de basse pression sur l'Atlantique qui font remonter la chaleur avec cet effet sèche-cheveux. On n'a pas tout compris encore dans cette histoire. Il y a des théories pour expliquer pourquoi les gouttes froides se forment et restent à cet endroit, donc au large de l'Atlantique, qui pousse cette chaleur vers la France. C'est un sujet. Donc on a encore des choses à apprendre et à comprendre. On a encore des choses à comprendre sur ces réchauffements additionnels qu'on est en train de subir en France, mais ce que je veux dire, c'est que les phénomènes qu'on a vus cet été étaient bien déjà dans les simulations du GIEC. Il y en a encore pire. On a des situations où on peut atteindre localement les 50 degrés en France dans le climat actuel. Est-ce qu'on s'est préparé pour ça? Non. Est-ce qu'on l'avait dit? Oui, il y a 30 ans. Donc, en fait, on ne fait pas assez. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour... il y a plein de solutions parce qu'on n'est pas juste des prophètes comme là, en ce moment, il y a les films sur l'Odyssée au cinéma. On n'est pas juste des prophètes des morts. En fait, les climatologues proposent aussi des solutions. Ce que vous aviez annoncé arrive aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. On va en parler. On va aussi parler d'agriculture dans quelques instants avec vous, David Faranda, directeur de recherche CNRS en climatologie, et Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue. Vous restez avec nous. Ce 8-30 se poursuit après le rappel de l'actualité à 8h46 avec Antoine Geoffrin. 53 000 foyers sont ce matin privés d'électricité, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, rapporte Enedis. Après le passage des orages qui ont fait des dégâts hier soir et cette nuit, plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages, mais 9 sont en orange ce matin à cause de la canicule. Reprise des fouilles dans le Tarn ce matin au nord d'Albi à Mayoc. Hier, des ossements ont été retrouvés sur place. C'est Cédric Jubilard qui a conduit les enquêteurs sur les lieux où il dit avoir enterré son épouse Delphine Jubilard. Sur France Info, l'avocat des enfants du couple accueille cette découverte sans satisfaction particulière, mais avec soulagement. Ces ossements doivent être analysés désormais. 6e nuit de frappes américaines sur l'Iran, des ponts, des aéroports, une gare touchée d'après Téhéran qui compte 38 morts et plus de 400 blessés dans ces bombardements américains cette semaine. Washington affirme avoir visé des cibles militaires iraniennes. Journée compliquée sur les routes des départs en vacances en France. Bison Futé classe ce vendredi en rouge pour un tiers est du pays. C'est orange partout ailleurs. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Jean-Rémy Baudot. Retour sur le plateau du 8-30 avec David Faranda, directeur de recherche CNRS en climatologie, auteur du GIEC, et Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue, coprésidente de l'association pour une hydrologie régénérative. La question de l'eau, elle est au cœur de notre discussion. Elle était aussi au cœur des débats et de la loi agricole, la loi d'urgence agricole. Hier, députés et sénateurs se sont mis d'accord sur un texte censé répondre à la colère des agriculteurs. Des associations parlent de confiscation de la ressource d'eau, notamment sur la question de ce qu'on appelle des bassines ou des retenues d'eau. Est-ce que le vrai problème, c'est qu'on puisse faire des stockages ici et là, ou que ce soit peut-être présenté comme une mesure d'adaptation au réchauffement climatique? Est-ce que c'est interdit de faire des retenues d'eau ou de faire des bassines?
C'est pas interdit, c'est même plutôt largement autorisé. La question, c'est plutôt est-ce que c'est une vraie solution d'adaptation au changement climatique? Et c'est précisément cette question qui est problématique, puisque la plupart des hydrologues qui ont étudié ces projets pointent du doigt le risque de maladaptation de ces ouvrages de stockage. Alors, la question du stockage, elle est épidermique. Dès qu'on parle de stockage, tout le monde se dresse et regarde dans le regard de l'autre si qui va pouvoir stocker en premier. Et donc là, on voit déjà les prémices des tensions hydriques autour du partage de l'eau. Et en fait, ce projet de loi d'urgence agricole, il vient tout simplement raviver les braises et exploser potentiellement des conflits entre les usages. Puisque dans la gouvernance de l'eau, la gouvernance qui s'est instaurée depuis 60 ans en France, qui marche bien, eh bien, il y a une forme de parlement de l'eau. Il y a du dialogue. Chacun parle avec son voisin. L'eau n'a pas de couleur politique, les usages sont bien partagés. Et en fait, ce projet de loi d'urgence agricole, il dit quoi? Il dit que les usages agricoles sont prioritaires devant tout le reste. Et on va instaurer dans toutes les commissions locales de l'eau et les parlements de l'eau des représentants des usages agricoles, plus de représentants d'usages agricoles. Parce que c'est vrai qu'on a l'image, et ça avait fait beaucoup de polémiques et beaucoup de bruit politique, ce qu'on appelait les méga-bassines, notamment on se souvient de Sainte-Soline, des affrontements qui avaient eu lieu, mais je me souviens aussi d'un reportage diffusé sur France Info d'un producteur de pommes dans le Calvados avec une petite retenue d'eau, très bien acceptée localement, qui lui permettait de continuer à travailler. Et on se demande si finalement le dialogue local dont vous parliez finalement ne fonctionne pas aussi. C'est aussi une des réalités, finalement, loin de la polarisation du débat actuellement. Mais bien sûr, on a besoin de dialogue local. C'est effectivement ce qui marche et c'est précisément ce qui est attaqué à travers ce projet de loi d'urgence agricole. D'ailleurs, la plupart des élus en charge de l'eau ont dénoncé, c'est la première fois que je vois ça, des élus locaux qui dénoncent un projet de loi et qui demandent tout simplement le retrait des articles sur l'eau de ce projet de loi. Le dialogue territorial, il est évident. Et il est évident qu'on va devoir stocker de l'eau. La question, c'est de savoir comment, pour qui et combien ça coûte. Et à quoi ça sert? En fait, pour quelle culture? Est-ce que c'est pour la résilience alimentaire des territoires? Et c'est visiblement pas forcément pas le cas, puisque 40% des cultures irriguées en France servent à la monoculture de maïs, qui est exportée ou destinée à l'alimentation animale. Et le partage de l'eau n'est pas véritablement effectif. Autre problème, et je terminerai là-dessus, c'est est-ce qu'on fait du stockage pour accompagner la transition agricole, pour mettre en place des pratiques agroécologiques, agroforestières, etc. Et c'est loin d'être le cas pour diminuer notamment notre consommation de pesticides qui vont contaminer les ressources en eau en aval. Donc on a vraiment besoin d'avoir un système mieux pensé autour du stockage de l'eau. Ce qu'il faut, David Faranda, c'est éviter cette confiscation et penser local finalement en fonction des spécificités? Mais en général, même si on sort de cette loi au niveau spécifique, avec les changements climatiques, il faut penser à toutes les échelles. Et il y a l'échelle de la justice sociale qui est très importante. Pourquoi? Parce que les changements climatiques, je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple des gens qui sont confinés dans leur banlieue, qui ne peuvent pas sortir lorsqu'il fait 42 degrés dehors. En fait, ça touche aux écosystèmes les plus fragiles d'un point de vue naturel, ça touche aux personnes les plus fragiles, ça touche vraiment à ce qu'il y a de plus fragile dans notre système France. Mais c'est aussi ce qui nous permet de vivre jour par jour. C'est les banlieues qui font vivre la ville. Jour par jour, c'est les petites rivières, les petits cours d'eau, les agriculteurs qui sont à l'échelle locale qui font vivre ces pays. Donc c'est pour eux qu'on doit intervenir et c'est avec cette réflexion qui doit être le plus globale possible avec tous les acteurs au niveau local, avec bien sûr la science comme base pour faire les choses, qu'on doit faire avancer les pays. Et justement, dans notre vie quotidienne, comment mieux utiliser l'eau aujourd'hui? Alors, moi, j'arrête vraiment de dire que c'est nous, les citoyens, qu'on doit faire quelque chose pour mieux utiliser l'eau. Ça, non, je n'ai vraiment marre que ça repose sur les citoyens. La solution est de mettre dans les programmes politiques pour les prochaines présidentielles vraiment des programmes sérieux qui vont au-delà des lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, utiliser l'eau de pluie pour les toilettes, c'est un... Ça sert à rien. Enfin, est-ce que ça ne sert à rien? C'est un pouillème. Ce n'est pas une mesure qui est structurante. Les principales consommations d'eau en été, lorsque la ressource diminue, sont pour les usages agricoles.
est-ce qu'on apporte une solution durable, sécure pour les agriculteurs pour qu'ils puissent irriguer en été ? Non. C'est une illusion, ce projet de loi d'urgence agricole. Il n'y a pas de solution miracle. Alors qu'on a des solutions, en fait, l'association pour une hydrologie régénérative que je co-préside, elle accompagne des collectifs d'agriculteurs pour faire autrement, pour se dispenser finalement d'une irrigation facile. Et avec le concours de l'Agence de l'eau et des élus locaux, on essaye vraiment d'accompagner le changement de pratique et de faire en sorte que l'eau qui tombe du ciel reste le plus longtemps possible dans les sols agricoles. Mais on parle aussi beaucoup en France du manque d'utilisation, de réutilisation de ces fameuses eaux grises, ces eaux qui sont rejetées, qu'on ne réutilise pas suffisamment. 1% chez nous, c'est 15% en Espagne, plus de 90% en Israël. Ce sont des chiffres qu'on cite régulièrement. Pourquoi on n'arrive pas à faire mieux ? Et est-ce que c'est utile de faire mieux véritablement ? Oui, la question c'est plutôt est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est envisageable partout ? La réponse c'est plutôt mitigée, c'est-à-dire qu'on va d'abord privilégier ces projets de réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral, tout simplement parce que lorsque la station d'épuration rejette de l'eau à l'intérieur des terres, elle le rejette dans les rivières. Donc si on réutilise cette eau, eh bien on risque d'assécher ou d'aggraver les sécheresses des rivières. Donc c'est possible, mais pas partout. Ça coûte plus cher. Et la question, encore une fois, c'est qui va en profiter, qui va en bénéficier. David Faranda, face au constat, on se pose tous la question de qu'est-ce qu'on peut faire mieux. La France a par exemple une électricité massivement décarbonée. Ça ne veut pas dire que notre énergie l'est. Notamment, on est encore très dépendant au pétrole et au gaz pour le chauffage, pour le transport. C'est ça l'enjeu principal, c'est d'arriver à sortir des énergies fossiles pour le transport, pour le chauffage, alors que notre électricité, elle est massivement décarbonée ? Il y a encore des choses qu'on doit décarboner. Les transports, on peut faire mieux. Et sûrement, il faut continuer à électrifier. Pourquoi ? Parce que ça nous rend aussi plus indépendants au niveau des prix. Tous les prix, vous voyez qu'en fait, les prix au marché dépendent encore beaucoup trop du pétrole. Donc, si on continue à décarboner les transports, par exemple, on aura une stabilité des prix beaucoup plus... Mais le bon niveau, c'est quoi ? C'est le niveau européen ? Parce que je citais en gros l'exemple français avec un îlot nucléaire en France. Les bons niveaux, dans le rapport du GIEC, c'est les niveaux zéro émission net. Donc, oui, mais le niveau de décision politique... Les niveaux de décision politique, encore, on l'a déjà évoqué, c'est à toutes les échelles. On peut faire des choses à l'échelle de la ville, on peut faire des choses au niveau des régions, de la France et de l'Europe. Bien sûr, l'Europe, c'est notre grande maison. Donc, si on a des lois européennes qui sont claires et qui tracent des directions pour tous les pays et qui permettent aussi de ne pas avoir des choses au niveau des politiques agricoles, par exemple, qui sont différentes en France, de l'Italie, de l'Espagne, qui donc créent des conflits, même déjà en Europe. Donc, ça nous permettra d'avancer plus vite, mais aussi d'avoir une seule voix. Quand on fait des négociations comme les COP, Conference of Parties, sur le climat, pour dire on veut plus de pétrole. Parce par exemple, regardez, en France, on a du nucléaire. Quoi qu'on pense du nucléaire, c'est décarboné. Mais par exemple, on a des voisins autour de nous qui utilisent encore massivement du charbon, dans l'Est de l'Europe notamment. Comment est-ce qu'on se positionne ? C'est-à-dire qu'on se dit, nous, il se trouve qu'on a une solution décarbonée, mais nos voisins ne le sont pas du tout. Déjà, en fait, la France a une influence en Europe en tant que grand pays, donc il peut pousser des politiques au niveau européen. Et si nous, on est décarbonés et les autres ne le sont pas, on a un avantage politique, économique, militaire même, je dirais, de défense du pays, parce qu'en fait, on ne se fait pas attaquer. S'ils nous coupent les gaz et le pétrole, nous, on peut faire fonctionner tout. Donc, on ne dépend pas de messieurs Trump ou d'autres de ses amis qui décident d'un jour à l'autre d'être nos amis ou nos ennemis. Il faut avoir une voix unie et à une plus grande échelle, justement, pour pouvoir peser plus lourd. C'est ce que vous nous dites. Oui, la France doit reprendre son rôle de traction au niveau européen et vraiment emporter les autres pays. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, on est déjà presque décarboné. Donc, il faut y aller. Merci beaucoup, David Faranda. C'est votre message pour terminer. Directeur de recherche au CNRS en climatologie. Merci beaucoup, Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue. Je signale votre livre « Eau vive pour une hydrologie régénérative ». C'est aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous. Merci également, Jean-Rémy. Très bonne journée. Interview à retrouver en intégralité en vidéo sur notre page